Une grand-maman aux petits soins, câline et attentive, d'une patience à toute épreuve. Quelques mots qui résument bien une véritable mamie gâteau. Mais quand le dessert à la crème est remplacé par un cake à l'arsenic, les choses prennent une tournure différente, et il est même possible de tuer en souriant. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Nanny Doss, la grand-mère rieuse. Les femmes tueuses en série sont rares. Les grand-mères tueuses en série le sont plus encore. Les grand-mères tueuses en série qui empoisonnent leur propre mari et les membres de leur famille, encore plus rares. Mais des grand-mères tueuses en série qui empoisonnent leur propre famille et qui rigolent ensuite en parlant de leur meurtre, il n'y en a qu'une seule, et elle est connue sous le nom de la grand-mère rieuse. Nanny Doss est née Nancy Hazel, ou Hazel, en Alabama en 1905, d'un père alcoolique violent et d'une mère complaisante. Nanny et ses frères et sœurs n'avaient pas reçu d'éducation, principalement parce qu'ils n'étaient pas autorisés à aller à l'école, afin d'effectuer des travaux domestiques et aider à la ferme familiale. Contrairement à ses dernières années et à son surnom tristement célèbre, elle riait rarement lorsqu'elle était enfant, probablement en raison du refus de son père de la laisser ainsi que ses frères et sœurs, participer à des activités sociales normales. Nanny a trouvé une échappatoire dans les magazines romantiques de sa mère, un passe-temps qui s'amplifiera à l'âge adulte, et une obsession qui contribuera à la mort d'au moins un de ses maris. Cependant, son père a découragé ses rêves romantiques en lui interdisant, ainsi qu'à ses sœurs, de porter tout type de maquillage ou de vêtements attrayants. Sa mère, bien que gentille, n'a pas pu protéger ses enfants de son mari autoritaire, ni empêcher Nanny de subir une blessure traumatisante. Cette blessure est possiblement responsable du changement du cours de la vie de Nanny. Nanny n'avait que 7 ans lorsqu'elle se trouvait dans un train qui s'est brusquement arrêté, ce qui l'a fait basculer en avant, et lui a fracassé la tête contre le siège métallique devant elle. À partir de ce moment, elle a souffert de maux de tête, de perte de connaissance et de dépression. Nanny a déclaré plus tard que ce traumatisme était la raison de son futur comportement sociopathe. La chronologie, le modus operandi et les détails des meurtres de Nanny Doss peuvent être déroutants. Il existe d'ailleurs de nombreuses sources contradictoires à ce sujet. La chronologie développée ici est basée sur ce qui semble être les rapports et les témoignages les plus crédibles, mais tout doit être pris avec des pincettes, et certaines fois le conditionnel est de mise. En 1921, alors qu'elle avait 16 ans, Nanny travaillait dans une usine de textile. C'est sur son lieu de travail qu'elle va rencontrer un collègue nommé Charles Braggs qui deviendra son mari. Selon Nanny, le couple s'est marié après 4 ou 5 mois de relation. Ensemble, ils ont eu 4 filles au cours des années 1920. Il était probablement inévitable qu'un mariage entre deux adolescents en difficulté, qui se connaissaient à peine, se termine mal. En réalité, Charles avait peur de Nanny. Il a déclaré aux journalistes des années plus tard. Quand elle se mettait en colère, je ne mangeais rien de ce qu'elle préparait et je ne buvais rien à la maison. Il la décrivait comme une personne colérique et méchante qu'il ne fallait surtout pas contrarier. La peur était omniprésente. Pour échapper à cette ambiance malsaine, il quittait souvent la maison pour de longues périodes. Un jour, il rentra chez lui pour découvrir que 2 de ses filles, probablement prénommées Gertrude et Zelmer, étaient mortes d'une intoxication alimentaire, selon Nanny. Charles quitta bientôt la maison pour de bon, emmenant avec lui sa fille aînée Melvina, et laissant sa nouvelle-née Florine avec Nanny. Finalement, les deux ont divorcé et Nanny s'est retrouvée avec la garde des 2 filles survivantes. Nanny s'est ensuite remariée en 1929 avec un homme du nom de Frank Harrelson. Malgré l'alcoolisme de Frank, son caractère ombrageux et sa tendance à la violence, le mariage durera 16 ans. Au cours de ces années, les 2 filles de Nanny issues de son précédent mariage, Melvina et Florine, avaient atteint l'âge adulte et se marièrent. En 1943, Melvina a eu un fils prénommé Robert, et en 1945, elle a donné naissance à son 2e enfant. Florine et Nanny étaient présentes à l'hôpital pour la soutenir pendant l'accouchement. Étrangement, le mari de Melvina s'est endormi sur une chaise alors que son enfant venait au monde.
On sait également que Melvina a perdu connaissance à plusieurs reprises à cause de l'éther chirurgical qu'on lui a administré pendant l'accouchement. C'est à cet instant que tout va tourner au drame. Melvina, troublée et hébétée, affirme avoir vu sa grand-mère Nanny enfoncer une épingle dans la tête de son bébé. La petite fille est morte en moins d'1 heure. Les médecins n'avaient aucune explication quant à la mort du bébé. Melvina elle-même n'était plus tout à fait sûre d'avoir vu Nanny tuer son bébé avec cette épingle. N'oublions pas qu'elle avait plusieurs fois perdu connaissance à cause de l'éther chirurgical. Un peu plus tard, Melvina a raconté cette étrange expérience à son mari et à sa sœur Florine, et tous deux révélèrent avoir vu grand-mère Nanny jouer avec une épingle à la main, alors qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre d'hôpital. 6 mois plus tard, Melvina quitta la ville et laissa son fils de 2 ans Robert, aux soins de Nanny. Le fait de savoir que ses 2 sœurs et sa fille étaient toutes mortes alors qu'elles se trouvaient à proximité de Nanny, aurait dû être un signal d'alarme évident pour Melvina. Hélas, il n'en fut rien. Presque sans surprise, le petit garçon est mort mystérieusement alors qu'il était chez sa grand-mère. Nanny n'a fourni aucune explication pour la mort de l'enfant, et les médecins ont diagnostiqué une asphyxie d'origine inconnue. Nanny a réagi comme une grand-mère en deuil, apparemment triste et désemparée. Mais quelques mois plus tard, elle a perçu une indemnité de $500 au titre d'une assurance qu'elle avait souscrite pour son petit-fils. Le 15 septembre 1945, Frank Harrelson, qui venait de passer quelques heures dans un bar, rentra chez lui complètement ivre, et exigea des relations sexuelles avec Nanny. Lorsqu'elle refusa, il se mit dans une colère noire et la menaça. Elle n'eut pas le choix et obéit. Il l'ignorait encore, mais Frank venait de signer son propre arrêt de mort. Le lendemain, Nanny ajouta des doses mortelles de mort au rat dans sa bouteille d'alcool. Il mourut cette nuit-là dans d'atroces souffrances. Il avait 38 ans. Nanny aurait passé les années qui ont suivi la mort de Harrelson hors des radars, voyageant à travers le pays en train, se rendant peut-être jusqu'à New York à l'est, et jusqu'à l'Idaho à l'ouest. Il n'existe que peu d'informations sur cette période de la vie de Nanny. On prétend également qu'elle a épousé un autre homme nommé Hendrix, bien que cela n'ait jamais été confirmé. Si c'est effectivement le cas, on peut légitimement se demander si ce pauvre Hendrix a subi le même sort que ses prédécesseurs. Les diverses activités de Nanny à cette époque sont également inconnues. Mais en 1947, elle s'est retrouvée à Lexington, en Caroline du Nord, et a rencontré un certain Harley Lanning, après avoir correspondu avec lui via des annonces de célibataires. Ils se sont mariés 2 jours plus tard. Au début de l'année 1950, Harley mourut subitement après avoir souffert pendant plusieurs jours. Il était connu en ville comme un ivrogne coureur de jupons, tandis que Nanny se présentait comme une épouse obéissante et maltraitée. On pensait donc que son décès était dû à son alcoolisme, qui avait vraisemblablement affaibli son cœur et son estomac, combiné à une grippe qui circulait. Après tout, il présentait tous les symptômes d'un vilain virus, transpiration, vomissement, étourdissement. Au vu de tous ces symptômes, personne n'aurait jamais soupçonné d'empoisonnement, aussi bien le coroner, que la police ou les amis du couple. Le testament d'Harley stipulait qu'il avait laissé sa maison à sa sœur. Quelques mois après sa mort, la maison a brûlé. Comme par hasard, Nanny n'était pas là à ce moment-là. Quelques jours plus tard, on l'aperçut conduisant sa voiture avec son appareil préféré, un téléviseur. Le seul appareil qui ait survécu à l'incendie. Ainsi, la maison qui appartenait techniquement à sa belle-sœur, appartenait désormais à Nanny sous la forme d'un gros chèque reçu de l'assurance. Comment cela était-il possible? Une explication s'impose. Le chèque a été envoyé chez la belle-mère de Nanny, et ce jour-là, comme par hasard, Nanny se trouvait en visite chez elle. Le même soir, sa belle-mère est morte dans son sommeil. Plutôt étrange et bizarre, n'est-ce pas? Nanny a encaissé le chèque et a quitté la Caroline du Nord. Les esprits chagrins diront qu'il y avait trop de souvenirs douloureux pour elle, la mort de son mari, l'incendie de sa maison et le décès de sa belle-mère. Je pense que la vérité est beaucoup plus sordide. Après avoir quitté la Caroline du Nord quelques mois plus tard, Nanny s'est retrouvée chez sa sœur Dovie, en Alabama. On raconte que Dovie luttait contre le cancer, et que Nanny restait avec elle,
apparemment pour prendre soin de sa sœur alitée. Encore une fois, le conditionnel reste de mise, aucune source ne pouvant confirmer le potentiel cancer de sa sœur. Peu de temps après, Dovi est décédée. Il ne semble pas y avoir de motif ou de raison pour que Nani ait tué sa sœur, mais cela ne l'avait pas arrêté auparavant. Décidément, la mort rôdait partout où Nani se trouvait. Encore une fois, elle reprit la route. Nani a continué à chercher l'amour en répondant à des petites annonces, et l'une d'entre elles l'a conduite à Emporia dans le Kansas, où elle a rencontré Richard Morton. Ils se sont mariés en octobre 1952. Malheureusement pour Nani, son quatrième mari s'est avéré être un autre coureur de jupons. Il avait également oublié de mentionner qu'il était criblé de dettes et presque en faillite. Nani ayant rapidement perdu tout intérêt pour son nouveau mari, le pire était à craindre pour sa vie. Richard Morton a cependant bénéficié d'un sursis temporaire. Son rendez-vous avec le funeste destin qui l'attendait a été reporté de quelques mois, lorsque le père de Nani est décédé. Sa mort ne lui a pas été attribuée, bien que tout soit possible à ce stade. Sa mère Lou lui a annoncé qu'elle se rendrait au Kansas pour la trouver. Une visite qui ne faisait pas les affaires de Nani et qui contrecarrait ses plans. Une fois arrivée au Kansas, Lou passa quelques jours avec sa fille, puis tomba subitement malade, présentant d'étranges symptômes. Elle mourut peu de temps après. Pendant le reste de sa vie, Nani a toujours nié toute implication dans la mort de sa mère, mais les symptômes familiers de la maladie, ainsi que l'habitude de Nani d'éliminer rapidement les personnes qu'elle considérait comme des obstacles, indiquent que cette mort était tout sauf naturelle. L'obstacle maternel éliminé, Nani pouvait reprendre ses activités. Souffrant des mêmes symptômes que sa belle-mère, Richard Morton mourut 3 mois plus tard. Certaines sources rapportent que Nani avait souscrit 5 polices d'assurance sur son mari. Au début de sa relation avec son quatrième mari, Nani avait déjà commencé à correspondre avec son futur 5e mari, Samuel Doss de Tulsa en Oklahoma. Son nouvel époux était digne de confiance, menait une vie honnête et avait un emploi bien rémunéré. Il était aussi rigoureusement économe, conservateur et très religieux. Pour lui, il était hors de question de perdre son temps à regarder des émissions de télévision niaises, ou de lire des magazines de romances frivoles. Il le fit clairement savoir à sa femme. Des arguments durs à encaisser pour Nani. Elle a alors commencé à manipuler son mari Samuel. Elle lui a dit qu'elle le quittait pour une durée indéterminée et repartait en Alabama. Samuel s'est laissé prendre au piège et l'a supplié de revenir à Tulsa, lui achetant des cadeaux et lui donnant accès à ses comptes bancaires. Il lui a même déclaré qu'il tenait tellement à elle, qu'il n'avait pas hésité à souscrire 2 assurances vie et qu'elle en serait l'unique bénéficiaire. À cet instant, il venait de signer son arrêt de mort. Nani est retournée à Tulsa, elle avait un travail à terminer. Un soir, Samuel Doss venait de terminer son dîner, lorsque Nani lui apporta une part de gâteau aux pruneaux en guise de dessert. Quelques heures plus tard, Samuel fut pris de douleurs à l'estomac et de violents spasmes. Il resta au lit quelques jours, perdant 7 kilos. Amené à l'hôpital, il y resta pendant plusieurs semaines. On lui diagnostiqua une grave infection du tube digestif, et il fut finalement autorisé par le médecin traitant, le docteur Schwelben, à terminer sa convalescence à la maison. Le professionnalisme du médecin et l'impatience de Nani mettront finalement un terme à sa folie meurtrière qui durait depuis des décennies. Alors que Samuel Doss récupérait tranquillement chez lui le soir de son retour au foyer, Nani, peut-être frustrée que son cocktail mortel habituellement infaillible n'ait pas fonctionné, n'a pas perdu de temps et a préparé une tasse de café pour son mari avec son dîner. On a dit plus tard que le café contenait suffisamment d'arsenic pour anéantir un attelage de chevaux. Samuel Doss est mort quelques heures plus tard. En apprenant la nouvelle du décès, le médecin qui avait vu Samuel la veille fut complètement désorienté. Il s'attendait à un rétablissement rapide de son patient et trouva cette mort très suspecte. Il ordonna une autopsie. Celle-ci révéla une importante quantité d'arsenic dans l'estomac du pauvre Samuel. La police a rapidement arrêté Nani, qui a d'abord affirmé qu'elle n'avait aucune idée de la provenance du poison. Il a fallu de longues heures d'interrogatoire, pendant lesquelles Nani rigolait et flirtait avec les policiers et les enquêteurs,
pour finalement lui extorquer la vérité. Les policiers lui avaient confisqué son magazine de romances préféré, avec la promesse de le lui rendre si elle confessait tous ses crimes, ce qu'elle fit. Les officiers de Tulsa se sont rendus au Kansas, en Caroline du Nord et en Alabama pour superviser l'exhumation des corps de ses 3 précédents maris. Après l'inculpation de Nanny, alors qu'elle attendait en prison le début de son procès, elle accorda des interviews aux médias. Peu importe qu'elle ait publiquement avoué avoir assassiné 4 maris, ses conversations rigolotes, ses yeux pétillants et ses citations simples, firent d'elle une sensation nationale, et elle fut surnommée la grand-mère rieuse. Durant ces interviews, elle a parlé de sa vie en prison, notamment de son travail à la blanchisserie. Un point semblait la laisser vraiment perplexe, elle ne comprenait pas pourquoi les autorités pénitentiaires ne l'autorisaient pas à travailler dans la cuisine de la prison. Nanny a finalement décidé de plaider coupable. Elle a été condamnée uniquement pour le meurtre de Samuel Doss dans l'Oklahoma. Les meurtres précédents n'ont même pas été poursuivis dans d'autres États, car sa condamnation pour le meurtre de Doss l'a condamnée à la réclusion à perpétuité. En fait, elle n'a évité la peine de mort que parce que le juge Elmer Adams pensait qu'elle était mentalement déficiente, et qu'il ne voulait pas non plus que l'État exécute une femme. Après 10 ans d'emprisonnement au pénitencier de l'État d'Oklahoma, Nanny Doss est décédée d'une leucémie à l'hôpital de la prison le 2 juin 1965. Elle avait 59 ans. Avant sa mort, elle avait déclaré « Je cherchais le partenaire idéal et la vraie romance de la vie.